Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Des anomalies survenues lors des principaux essais cliniques portant sur le vaccin Covid-19 de Pfizer font l'objet d'une enquête de la part d'un sous-traitant du laboratoire. Brooke Jackson, une employée de Vantavia Research Group, un sous-traitant de Pfizer, a déclaré au British Medical Journal que le personnel chargé du contrôle de qualité était submergé par un nombre considérable de problèmes, y compris la falsification des données. Selon son témoignage, Brooke Jackson a été renvoyée quelques heures après avoir alerté la Food and Drug Administration, FDA, de la situation. Vantavia a participé aux essais qui ont permis l'autorisation de l'utilisation d'urgence du vaccin Pfizer. Récemment, la FDA a délivré une autorisation complète pour le vaccin. Madame Jackson, dédiée aux essais cliniques depuis plus de 15 ans, a déclaré au British Medical Journal qu'elle avait à plusieurs reprises fait part à ses supérieurs de ses préoccupations face à ce qu'elle voyait, notamment en matière de sécurité des patients. Dans un message adressé le 25 septembre à la FDA, Madame Jackson a énuméré 12 problèmes, notamment le fait que les participants ne faisaient pas l'objet d'un suivi après avoir subi l'injection et que les doses de vaccin n'étaient pas conservées à la température adéquate. Elle a également affirmé que certains membres du personnel ont été pris pour cible par leurs supérieurs après avoir signalé ce type d'anomalie. Madame Jackson a déclaré que la FDA lui a envoyé un courrier électronique accusant réception de sa déclaration et qu'elle a reçu un appel téléphonique de la part d'un inspecteur de la FDA, mais qu'elle n'a plus eu de nouvelles depuis de l'agence. Toujours aux États-Unis, l'ancienne représentante démocrate d'Hawaï, Tulsi Gabbard, a célébré la défaite du démocrate Terry McAuliffe, qualifiant la victoire républicaine en Virginie de victoire pour tous les Américains. Tulsi Gabbard a fréquemment attaqué l'administration Biden et les membres de son parti. La semaine dernière, elle a critiqué l'administration Biden pour avoir déposé un recours judiciaire dans le but d'annuler la décision d'un juge britannique de ne pas extrader le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, vers les États-Unis. Elle a déclaré que l'administration Biden devenait de plus en plus autoritaire. Sur la crise frontalière, Gabbard a critiqué le président Biden, je cite, « C'est quelqu'un qui a été très franc comme étant contre les autocrates, les autocraties, les dictateurs. Mais ce qu'il a essentiellement fait a été d'agir en tant que juge, jury et bourreau pour ses agents des douanes et de la patrouille des frontières. » Elle a également déclaré que de plus en plus d'Américains ont le sentiment de perdre leur démocratie pour se rapprocher de la tyrannie. Finalement, elle a critiqué Hillary Clinton début septembre en disant qu'en Amérique, des gens comme Hillary Clinton et son cercle restreint d'élite, y compris le gouvernement de l'État profond et les médias, conspirent pour détruire ceux qu'ils considèrent comme une menace pour leur pouvoir. Je cite, « Essentiellement, ce qu'ils font, c'est cibler ceux qui mettent le pays en premier, ceux qui n'ont pas peur de défier l'establishment et ceux qui ne restent pas en ligne. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour les faire taire et les discréditer, car ils représentent une menace pour leur pouvoir. » Fin de citation. La réaction face à l'enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles publiques américaines est en train de devenir une véritable contre-révolution aux États-Unis. Un comité d'action politique nouvellement formé, connu sous le nom de Projet 1776 PAC, se consacre à aider à élire des candidats conservateurs et anti-théorie critique de la race au conseil scolaire public. Mardi, ils ont remporté les 3/4 des 58 élections dans 7 États. Ils n'ont pas seulement gagné dans les districts républicains, certains candidats ont également gagné dans des comtés démocrates, tels que le comté de Montgomery en Pennsylvanie, le comté de Passaic dans le New Jersey et le comté de Johnson au Kansas. Ces victoires sont clairement le résultat d'une série d'événements qui ont choqué les Américains, tels que la note de service qui a conduit le ministère de la Justice de Biden à traiter les parents comme des terroristes nationaux. Les campagnes d'endoctrinement dans les écoles publiques, la réponse à la pandémie de coronavirus, l'éducation sexuelle précoce et l'identité de genre dans les écoles ont suscité une énorme réaction. Le projet 1776 PAC n'est pas le seul groupe comme celui-ci. D'autres groupes comme Mother for Freedom encouragent les parents à se renseigner sur ces questions et à défendre les droits parentaux en participant au vote. L'organisation basée en Floride compte 145 chapitres dans 32 États à travers le pays. Ce qui rend ce problème si important, c'est qu'il s'agit d'une préoccupation majeure et commune aux personnes de tous les horizons politiques. Au Royaume-Uni, un établissement scolaire a été vivement critiqué après avoir demandé aux garçons
de venir en jupe pour une journée. D'après le Daily Mail, l'objectif de cette initiative, selon les personnes qui en sont à l'origine, visait à promouvoir l'égalité. La direction de l'école Castleview, située à Édimbourg, a demandé aux garçons et aux filles âgés de plus de 3 ans de venir en classe vêtus d'une jupe. Mais l'initiative prise par l'école écossaise a déplu à certains parents d'élèves. Celle-ci a communiqué aux familles par le biais d'un courriel consulté par le Daily Mail. La direction expliquait avoir à cœur que les enfants soient à l'aise pour prendre part à l'événement. Raison pour laquelle des pantalons et des leggings pourraient, au besoin, être portés sous les jupes. Si les élèves n'avaient pas de jupe à la maison, l'établissement pourrait leur en prêter. Chris McGovern, ancien enseignant et membre de Campaign for Real Education, une organisation conservatrice, a fustigé cette démarche dans les colonnes du journal, arguant que les adultes imposaient leurs propres angoisses aux enfants. Pour éteindre la polémique, le conseil municipal a fait savoir que les élèves ne seraient pas forcés de porter une jupe s'ils n'y tenaient finalement pas. Nous voilà, n'est-ce pas, totalement soulagés. En France, c'est une tribune publiée sur le blog de Mediapart qui n'est pas passée inaperçue. Olivier Tonneau, militant à la France Insoumise, ancien candidat pour les législatives de 2017, mais aussi enseignant-chercheur à l'université de Cambridge, n'a pas digéré le passage de Renaud Camus sur CNews et l'a fait savoir. Il a ainsi traduit toute son indignation dans ces lignes. Il faut basaner les rues, insulter les mémoires, blasphémer le roman national, chanter nique la France. Pour cet homme qui place ses idées du côté de l'épaisseur culturelle et politique, les victoires du conservatisme ne peuvent se faire qu'en ralliant les ignorants contre des ennemis imaginaires. Et quoi de mieux pour faire disparaître ces ignorants que d'appeler, comme il l'a fait pour conclure son papier, à l'avènement du grand remplacement. Je cite, « À moins que ce grand remplacement n'advienne bel et bien, je l'espère de tout mon cœur. » Au moins on peut reconnaître à la France insoumise d'être unie sur une ligne claire, la haine de l'Occident et des Blancs qui, comme l'a déjà déclaré Mélenchon, le mettent mal à l'aise quand ils sont trop nombreux autour de lui. Mélenchon qui prend d'ailleurs dès qu'il le peut la défense du régime chinois. Transition toute trouvée pour ces quelques informations venues de Chine. Un convoi de véhicules militaires a été remarqué arrivant dans la ville de Fuzhou, qui je le rappelle est juste en face de Taïwan. Dans le contexte de montée des tensions sur la question taïwanaise, ce défilé pose question. Simple gesticulation destinée à la population continentale ou réel préparatif pour une future invasion. Quoi qu'il en soit, s'il manque de soldats, le régime pourra compter sur la nouvelle génération initiée aux jeux de guerre dès le plus jeune âge. Les images vidéo d'une école primaire diffusées récemment montrent des enfants entraînés à des jeux de guerre par leur école. Le plus troublant a été de voir des enfants porter des sacs explosifs sur le dos. Les enfants étaient vêtus d'uniformes de l'armée populaire et portaient des sacs à dos avec les mots chinois « sac de dynamite » inscrits dessus. Ils étaient censés briser un blocus ennemi. Ces sacs de dynamite sont une référence directe aux soldats communistes, imaginaires et totalement inventés, Tong Sun-jue. Tong est très connu en Chine et l'une des références préférées du régime dans sa propagande. Portant un sac de dynamite, Tong se serait fait exploser pendant la guerre civile chinoise pour détruire un blocus mis en place par l'armée nationaliste. L'histoire de Dong est incluse dans les manuels chinois pour apprendre aux enfants chinois à se sacrifier pour le parti. Avec cette mise en scène et ce jeu de rôle dans cette école, les enfants ont pu mettre en scène la théorie pour s'identifier à des kamikazes et des bombes humaines. Dans le même genre de morale communiste pour enfants, ça me rappelle un livre pour enfants sorti il y a quelques mois où le héros, un jeune enfant, allait tuer un vieil homme dont le seul crime était d'être un propriétaire terrien. L'enfant s'introduisait la nuit dans la maison du vieil homme pendant son sommeil. Il mettait le feu à sa chambre et toute la maison brûlait avec le vieil homme à l'intérieur. Voilà le genre de héros et de morale enseigné aux enfants chinois en insistant le plus souvent sur la guerre contre les démons occidentaux ou américains. Alors si vous pensez que la France ne fait pas partie des démons occidentaux à abattre, intéressons-nous à la légende selon laquelle la France jouirait d'un statut privilégié en Chine en raison du geste du général de Gaulle en 1964. Il s'agit en fait juste d'une simple et belle histoire que les fonctionnaires du régime chinois racontent pour nous endormir en flattant notre ego. Et le pire malheureusement, c'est que ça marche souvent. J'ai déjà cité l'idéologue du régime chinois et professeur d'université Qin Kanzhong, qui pense que la France fait partie des 5 pays stupides, fainéants et endettés d'Europe du Sud, et qui ne représente donc aucun intérêt.
Mais concernant la légende de De Gaulle, savez-vous que durant la Révolution culturelle, l'ambassade de France en Chine, toute fraîchement installée, a été saccagée par les gardes rouges de Mao. Ces derniers ont écrit sur les murs de l'ambassade « À bas les têtes de chiens français ». Voilà la véritable pensée qu'ont les communistes chinois pour la France, les Français et pour De Gaulle. Durant mai 68, l'ambassade de Chine a organisé une manifestation d'étudiants chinois devant l'ambassade chinoise à Paris même. Et que chantaient ces étudiants? De Gaulle tête de chien. René Viennet, sinologue, qui fut l'un des rares chercheurs 2 fois exclus du CNRS par ses collègues pour excès de lucidité sur les réalités meurtrières du maoïsme, et ce qui, entre parenthèses, en dit long sur l'université française, subjuguée par la propagande communiste, l'expliquait en ces termes, je cite. Les étudiants chinois de Paris manifestaient contre De Gaulle en le traitant, sur ordre des zélotes madame maoïste de l'ambassade, de tête de chien. Et 6 années plus tard, Mao Zedong recevant à sa table le ministre André Bettencourt, qui levait son verre au rôle de la France en Asie, lui asséna, écoutez bien. Dien Bien Phu a été une victoire chinoise, avec des mortiers chinois, servis par des soldats chinois. Depuis ce jour, la France n'a plus aucun rôle à jouer en Asie. La Chine communiste fait la guerre à la France en Indochine et le reconnaît sans aucune ambiguïté. Que fait De Gaulle 10 ans plus tard? Il reconnaît le régime communiste chinois. Mais alors qu'en ont pensé les soldats français qui ont connu l'enfer de Dien Bien Phu? France, puissance d'équilibre. Aujourd'hui encore, on entend cet élément de langage censé définir la politique étrangère de la France. Mais ce concept est une sorte de mythe incapacitant, une arme visant à neutraliser la France et l'Europe dans la guerre du régime chinois contre les démons occidentaux. Écoutez Jean-Pierre Raffarin, en 1977, qui revenait déjà à l'époque d'un voyage en Chine. Nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'époque, et nous a tenu un discours très impressionnant en nous disant « L'impérialisme soviétique est très dangereux, c'est après l'affaire anglaise, ils sont très inquiets sur l'expansionnisme de l'Union soviétique, ils sont moins inquiets d'ailleurs sur les Américains depuis le retrait du Vietnam, et ils comptent pour ça beaucoup sur la France, pour essayer de construire une Europe qui serait un pôle d'équilibre entre ces différentes puissances, une Europe qui serait suffisamment européenne pour être complètement indépendante des 2 forces. Et c'est, je crois, pour ça qu'on avait été invités, nous jeunes giscardiens, c'est parce qu'ils font vraiment confiance à la France et en particulier au président de la République pour faire que l'Europe existe d'une part, mais que d'autre part elle soit indépendante tant de l'Union soviétique que des États-Unis. Le Parti communiste chinois compte beaucoup sur la France pour que l'Europe soit indépendante tant de l'Union soviétique que des États-Unis. En somme, une force pour la paix. Indépendante ou neutralisée, le temps qu'ils régénèrent leurs forces pour mieux reprendre le combat. Les communistes français avant la Seconde Guerre mondiale étaient aussi pour la paix. Ils n'avaient pas de mots assez doux pour les nazis d'Hitler, victimes innocentes selon eux des agressions des capitalistes occidentaux. Ces communistes français qui voyaient également dans la défaite française, je cite, « une divine surprise ». L'histoire se répète finalement. Quand par exemple Mélenchon ose prétendre que c'est Taïwan qui provoque la Chine en menaçant le statu quo, on croit entendre l'écho de la propagande d'hier. Si la France veut sortir de sa léthargie, voire retrouver un chemin vers la grandeur, nous devons connaître et reconnaître notre ennemi, l'empire marxiste et ses 2 armées. Nous devons connaître aussi bien l'armée marxiste culturelle qui veut nous infiltrer et nous détruire de l'intérieur, en ciblant nos traditions, la famille, l'autorité, les frontières, que l'armée marxiste-léniniste, autoritaire, révolutionnaire et violente, dont le général en chef est aujourd'hui Xi Jinping. Et ne jamais oublier que la seconde armée, l'armée culturelle, est depuis le début et toujours, parfois sans le savoir, au service de la première armée, l'armée léniniste. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors pour conclure cette émission, savez-vous comment on salue son prochain dans les centres d'isolement Covid obligatoires de Chine? Écoutez la réponse dans cette vidéo. 抄了会儿经书，也没事干，给邻居们打个招呼吧。Je pensais finir avec cette vidéo sur une note un peu plus légère, mais finalement, faut-il en rire, faut-il en pleurer? À vous de voir. Quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et apprécier cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.